Salut les copains, on est exactement le 9 août là, je suis en train de bricoler donc pour mon stockage bois pour cet hiver, hein. Et puis grand rayon de soleil, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas prendre la caméra et aller leur faire une petite vidéo qui va regrouper donc plusieurs de mes connaissances concernant donc les tomates et cette saison catastrophe qu'on a eue là. Donc pensez bien à commencer votre stockage de bois parce que l'été va finir bon train, et puis c'est surtout que là on va profiter des dernières chaleurs pour commencer à faire sécher le bois qui restait un petit peu à l'humidité pendant la saison. Du coup, il y a eu des petits défauts de séchage. Alors, commencez à stocker votre bois maintenant. Comme ça fait une bonne préparation pour le début de l'hiver. Bon, on est toujours avec cette petite caméra là qui est exceptionnellement stable, hein. Vous voyez, l'image est super stabilisée. C'est quelque chose de vraiment appréciable. Bon, du coup, je l'ai pris, je l'ai dans la main et on s'en va direction les tomates pour voir un peu ce qui se passe en cette saison. Et aussi pour vous montrer que, comme tout le monde, moi aussi, j'ai eu mes petites galères avec cette fameuse maladie, le mildiou des tomates. Et comme vous pouvez voir, le pied, il est claqué. Et là, c'est pareil. Voilà. Donc le mildiou, c'est bien ça. C'est ce qui attaque les feuilles, puis les branches, etc. Avec des taches noires. Voilà, ça fait un magnifique cas de mildiou, hein. Donc là, c'est la plus grosse parcelle à tomates que je possède ici. On va partir sur à peu près 170 pieds pour 500 mètres carrés approximatif. Voilà, je voulais déjà montrer cette parcelle, vous la connaissez. Alors on va voir ensemble ce qui s'est passé, pourquoi j'ai le mildiou, comment lutter, et surtout quels ont été les critères de culture qui font que il s'est développé autant ici maintenant. Alors déjà, commençons par parler la météo. La météo qui a été extrêmement mauvaise cette saison, cette année, quoi. Sur l'ensemble de la France, ou disons surtout à partir d'un tout petit peu en dessous de Centre-France jusqu'au nord, ça a été une calamité pour nous. Des journées avec un degré franchement pas appréciable, où on garde le pull, on garde le sweat avec le jogging jusqu'à maintenant, hein. Voilà, là aujourd'hui je suis en t-shirt, mais c'est quelque chose de rare, j'ai toujours une petite veste. Pourtant je suis pas trop frileux. Des nuits très fraîches. À savoir que la tomate elle aime bien avoir un bon petit 18-19 degrés nuit et jour pour être en parfaite santé. Et ceci déjà explique facilement l'apparition de cette maladie, hein. Il faut dire aussi que les périodes n'ont vu de cesse que de faire pluie, chaud, froid, sec, grêle. Alors là on multiplie par 200% sur quelques semaines, quoi, la possibilité d'avoir du mildiou, hein. Parce que quand ça fait chaud, froid, pluie, grêle, etc., le plant de tomate il sait plus où donner de la tête, et puis il se fragilise. Et vous allez le voir que la tête, c'est un peu comme nous quand on réfléchit trop, qu'on est épuisé. La tomate elle aime pas trop réfléchir, quoi. Voilà, quand elle ressent beaucoup de choses comme ça et qu'elle sait pas sur quel pied danser, en général ça périclite. Donc la météo, c'est vrai que c'est un facteur qu'on ne peut pas maîtriser en tant que jardinier. Vous voyez, donc fort de dégâts, hein. Fort de dégâts. Voilà, donc là j'ai, on va dire, 80% de ma production de tomates qui est foutue en l'air pour cette année. Qui est terminado. Alors la météo, c'est clair que c'est ce qui va jouer au niveau mildiou, hein, pour une bonne partie. Voilà. Il suffit vraiment une sale météo pour que craque ça parte. Mais vous allez me dire, si on reste sur ce facteur, comment se fait-il que toute cette parcelle soit attaquée, voire détruite, et que la parcelle que je vais vous montrer maintenant à l'instant, elle n'est même pas touchée par le mildiou. Alors on va aller voir ça maintenant, tout de suite. Ah, ça me fait plaisir, un peu de soleil là. J'ai fait beaucoup de vidéos sous temps gris, dont plusieurs j'ai même pas mis en ligne parce qu'il y avait du vent, parce que c'était pas possible. Je vais revenir vers vous bientôt concernant donc ces courgettes là, monstrueuses là. Parce que là c'est vrai que cette année, tant la courgette, on peut dire que c'en est un. Alors voilà, on n'est pas bien loin. On est juste à côté, hein, vous voyez, de l'autre parcelle. Et là, si vous voulez chercher le mildiou,
On va pas se lever de bonne heure. Parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Alors pourquoi ici il n'y aurait pas de mildiou? Ou alors très rare. Hein. Si on regarde bien entre les branches, certains plants, voilà, vous voyez des petites taches. Mais vous voyez bien que c'est pas la catastrophe comme ça serait pour l'autre parcelle. Alors il n'y a pas que le facteur météo là-dedans qui joue. Parce qu'ils ont subi exactement la même météo, eux, que les autres que j'ai là-bas. On va parler aussi de la nature du sol. Alors pour le coup, c'est vrai que ça va peut-être pas être super bien clair parce que mon sol là-haut, il est extrêmement généreux. À savoir que c'est mon premier potager. Tout en haut là-bas où on était il y a quelques instants. Donc du coup c'est celui forcément qui a reçu le plus d'apport en matière organique. C'est celui où il y a le plus de mycélium dans le sol. Donc il faut savoir que moi par exemple je travaille énormément avec le broyat. Le broyat, la plaquette, voilà, ben là vous le voyez, vous voyez, regardez ça. Voilà, ça a été colonisé encore, ouais, c'est des petits champignons. Je vais essayer de vous faire ça, on n'a pas la macro là. Allez, ça c'est même... il s'est agglutiné. J'ai pas arrosé le sol une seule fois de la saison. Vous voyez, il y a une forte épaisseur. Et voilà ce qu'on trouve après en dessous. Des petites radicelles blanches de partout. Donc ça, ce sont des champignons. Et il existe une liaison maintenant entre ces réseaux mycéliens qui fabriquent des ponts avec les grands arbres. Donc pour que ce champignon puisse se développer, il faut forcément des matières organiques à ingérer. Et notamment au niveau des plaquettes de bois. Il va dévorer donc une partie de la lignine déjà. Donc c'est le composant dur. Ensuite viendront tout ce qui est organisme aérobie du genre, il va y avoir tous les vers de terre, les machins comme ça qui vont venir manger la cellulose qui reste de ces choses-là. Puis ensuite les organismes anaérobies un peu plus profonds dans le sol qui vont continuer donc toute cette richesse de vie qui est mise en place. Et par le biais des mycéliums, donc il y a des mycorhizes au pied des arbres, enfin, il y en a partout dans le sol et surtout au pied des arbres. Et puis il y a ce mycélium blanc là qui fait que ça va se connecter de partout. Il faut savoir que les grands arbres, comme par exemple les miens là, que vous voyez de partout, des grands arbres comme ça. Bon, c'est pour ça que je parle souvent qu'il faut un taillis ou un bois pour faire du potager. Pas loin, parce qu'en fait, ce pont mycélien va se connecter à ces grands arbres qui sont là, eux, depuis des dizaines, voire pour certains des centaines d'années. Et eux, ils en ont vu du pays, quoi. Comme on dit, on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace, et eux, c'est un peu ça, quoi. Donc ils ont eu affaire à toutes les météos possibles et inimaginables, ainsi qu'à tout un panel de maladies auxquelles ils ont su faire face. Parce qu'ils ont appris avec leurs prédécesseurs, ils ont appris eux-mêmes. Et donc du coup, comment ils communiquent ces grands arbres? Par le biais du pont mycélien dans le sol, et par le biais de l'ARN. L'ARN qui est comparable un peu à un système de communication. Ils vont pouvoir mettre dans cet ARN, dans ce petit email qu'ils envoient un peu de partout là, ils vont pouvoir mettre jusqu'à 10%, 10, voire même 15% pour certains de leur production en fait en antibiotiques, en anticorps, en réserve nutritive, etc. pour faire vivre les plantes qui sont elles-mêmes rattachées donc à ce pont mycélien. Alors c'est vrai qu'il y a différents voisinages qui sont plus ou moins appréciés. Par exemple, est-ce qu'un noyer va faire vivre un autre noyer proche de lui? Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'un noyer va faire vivre un églantier proche de lui? C'est moins sûr, parce qu'ils se font le concours. Donc le but de l'arbre, en fait, en donnant à manger à toutes ces autres plantes, c'est s'assurer un concours de son territoire déjà, pour commencer. Parce qu'il va aider les plantes au pied à se développer de façon à étouffer éventuellement une pousse d'un arbre plus grand qui pourrait venir le gêner. Ça va lui permettre de garder un sol fertile. Donc l'arbre qui va partager ses ressources, il va avoir une plante vivante qui va elle-même mettre des principes actifs et va aider à travailler la vie du sol. Donc en fait c'est tout un concours, c'est tout un ensemble, c'est une chaîne du vivant qui se comporte ainsi avec les plantes, avec le sol, un équilibre qui fait que du coup on a plus de chances de pouvoir lutter. Alors ce qui s'est passé c'est que là-bas, c'était ma 4e saison. Et l'année dernière,
je n'ai pas enrichi le terrain du tout. Donc soit il a été plus pauvre que ce que je pensais, soit il a pris une patate et puis j'ai cultivé beaucoup de tomates, ça a beaucoup consommé et ma technique habituelle de l'hiver pour nourrir cette parcelle, c'est-à-dire avec de la paille, un peu de broyat, des choses comme ça, n'a pas suffi. Donc le sol était peut-être un peu pauvre, j'en doute. Mais ici, c'est la première année qu'on l'enrichit. Hein, donc ça, ce que j'ai mis là, c'est pas pour cette année, ça va se décomposer et ça va diffuser en fait lentement voilà, tout ce carbone qui a été libéré là avec ce broyat, puis ce mulch là dans les allées qui était épais. Hein, si vous avez suivi les vidéos, il ne va pas se libérer à un instant T, il va se libérer progressivement dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre et le faire chaque année. Bon, je n'avais plus de broyeur, j'avais plus rien pour faire ce genre de choses, donc j'ai fait l'année dernière juste un petit paillage dans mes tomates. J'ai vu qu'il y a eu une baisse de productivité déjà l'année dernière. Alors je m'étais dit, bon, je sais pas trop, j'ai balancé un peu de cendre, des choses comme ça, mais peut-être que le sol était peut-être un peu pauvre. Donc surtout, bien entretenir la richesse de son sol. Vous voyez, comme je fais là, comme j'ai fait dans l'autre parcelle, au sol, par forte épaisseur. Bien penser aussi à éviter tout ce qui est outils rotatifs profonds, parce que du coup, ça détruit ces communications vivantes avec les grands arbres. Du coup, on repart à zéro. Ça fait un peu comme si on venait au monde sans yeux, sans oreilles, sans rien, qu'on était sourd, muet et aveugle en fait. Hein. Si on nous coupe, à l'instar des plantes, c'est quoi de communication? On va avoir du mal à discuter avec nos congénères. Là, c'est un peu pareil, quoi. Voilà, il faut bien penser à ça. Donc, si jamais travail du sol il y a, c'est très en amont des plantations, de façon à ce qu'on puisse reconstruire en fait au moins un petit pont mycélien, au moins que les insectes puissent venir se réinstaller, les vers de terre aussi, machin, tout ça. Donc ça, c'est très important de bien le prendre en compte avant de commencer à chambouler la vie du sol, de savoir ce qui va se passer là-dedans pour maximiser ses chances de créer donc un milieu équilibré. Après, c'est certain qu'il y a la nature du sol. Hein. La tomate se plaira dans tous les types de sols. Moi, j'ai un sol très dur, argileux. Ça pousse aussi bien dans un sol comme ça que dans un sol très fertile, type plein d'humus, un peu comme certains terrains ont, au bout de 15 ou 20 ans de présence de jardiniers sur ce terrain-là, qui vient enrichir tous les ans. Donc vous voyez, après, il n'y a pas de souci. C'est surtout ces deux premiers critères-là qui sont assez chauds quand même. Ouais, j'essaye de faire vraiment le plus court possible, mais il y a beaucoup de choses à dire. On est sur 2 paramètres, ça fait déjà plus de 10 minutes. Donc on est là à en discuter ensemble. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose à bien prendre en compte. Je pourrais parler aussi éventuellement de génétique. Parce qu'à savoir que sur cette parcelle-là, hein, on va dire critère numéro 3, ce sont mes propres génétiques à moi. Voilà, ce sont des variétés de tomates que je fais moi-même depuis des années. Et j'en sors les graines, je partage les graines. Et à savoir que l'autre parcelle, comme je vous l'ai expliqué en début d'année, j'ai voulu tenter des nouvelles génétiques. Donc ce sont des premières générations. Et du coup, ces premières générations, forcément, elles étaient moins costaudes que celles que j'ai l'habitude de cultiver moi-même. Alors il se passe qu'elles ont été choquées, elles ont été étonnées, elles ne pensaient pas arriver dans un truc, dans un milieu comme celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en général, les graines qu'on achète, que ce soit chez n'importe quel semencier, c'est assez rare que ce soit des graines qui soient chargées en fait en... Comment je peux expliquer ça? Quand vous allez prendre un semencier, il ne va pas vous demander votre localisation géographique. Vous allez lui demander une variété de tomates qui produit long ou beaucoup de chair, ou qui produit, voilà. Il va vous orienter sur une génétique. Il va vous dire, voilà, marmande, sur un type de tomate. Voilà. Mais rarement, il va vous dire, ah, c'est une tomate du Gard. Elle vient, je sais pas moi, allez, elle vient de Bagnols-sur-Cèze. Eh ben, je vais vous vendre une tomate qui vient de Bagnols-sur-Cèze. Et là, vous êtes royal. Pourquoi? Parce que la tomate qui arrive chez vous, elle est déjà habituée à la nature du sol, elle est déjà habituée à la météo, aux choses comme ça. Et du coup, ça l'évite de trop réfléchir. Quand elle réfléchit trop, forcément, elle se fatigue et elle tombe malade. Alors je pense qu'on va changer d'endroit maintenant pour la suite de la vidéo. Voilà, donc les génétiques un peu neuves, comme j'ai pu faire dans la parcelle du haut, on retourne la voir. C'est sûr que là, on a des surprises. Parce que forcément, souvent, quand on achète les graines, en réalité, c'est pas des graines expertisées, quoi, si je puis dire ainsi. Pourquoi? Parce qu'elles vont pousser souvent sur des bacs à eau. Voilà, elles vont pousser en hydroculture ou des choses comme ça. Et sous serre. Donc niveau paramètres, ils connaissent rien du tout. C'est quand ils arrivent pour la première année, pour la première fois, qu'ils prennent tout dans la tête. Et donc il est intéressant de voir au moins une petite production pour savoir récupérer des graines et les remettre l'année d'après. Donc ce sont des graines qui sont vides d'informations, quoi, plus ou moins, et qui arrivent à se faire voilà,
on voit la différence par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure dans l'autre parcelle, quoi. Donc c'est très important d'avoir une bonne génétique, savoir d'où ça vient. Donc pourquoi pas voir au village avant de s'installer, voir un petit peu avec des gens qui font du jardin, du potager, de voir si c'est possible qu'ils vous partagent quelques graines. Parce qu'alors là par contre c'est faut gagner une saison, voire 2 saisons rapidement, quoi. Parce que ça c'est vraiment pour moi le critère principal. Vous voyez un petit potager dans le village, proposez au papy d'y acheter 3-4 tomates. Voilà, c'est peut-être une meilleure approche. Je lui dirai, ah, donne-moi des tomates. Voilà, est-ce que je peux vous acheter quelques tomates, 2-3 tomates, manière de pouvoir avoir les graines. Et là vous êtes vraiment bien parti déjà. Après c'est sûr que si vous prenez des variétés qui sont un peu compliquées, genre tout ce qui est tomates un peu pointues, tomates allongées, tout ça, c'est un peu compliqué. Parce qu'après s'il y a quelques carences dans le sol, des choses comme ça, ben, forcément ça se comporte pas bien. Mais vous avez des variétés gagnantes, hein, comme la Noire de Crimée, vous avez la Marmande, vous avez la Cornue des Andes aussi, et encore que celle-là elle est plutôt allongée, mais elle est plutôt costaud. Donc voilà, ça à voir. Regardez bien par rapport à la génétique. Il y a beaucoup de tomates qui vous demanderont absolument pas de travail en amont. C'est vrai que quand on commence à avoir un nécrose apicale, vous savez, c'est la tomate et le bout il commence à être un peu noir là. Tout de suite, vite, il faut apporter du calcium, des choses comme ça. Il faut vite, voilà, et du coup, bon, il faut apporter encore plus de choses. Donc c'est vrai qu'au niveau génétique, regardez-le bien. Essayez de partir sur des graines que vous avez eues en réseau court, plutôt que des graines commerciales. Voilà, là ici, je suis parti vraiment sur quelque chose de commercial. Et je vois que j'avais longtemps hésité. C'est pour ça que j'ai pas voulu mettre toutes mes billes dans le même panier. Ça, c'est qu'une parcelle à tomates parmi les 3 que j'ai. Parce que je me doutais bien que déjà les paramètres génétiques n'étaient pas bons au départ. Donc j'allais quand même me retrouver avec une zone de flottance, une zone d'ombre au niveau productivité. Je ne savais pas si ça allait produire ou pas. S'il avait fait beau, peut-être que oui, ça serait allé jusqu'au bout. Parce qu'ils étaient très beaux, hein, ils étaient très beaux, ils étaient bien construits. C'était bien construit ces pieds de tomates et puis voilà quoi, ça s'est totalement effondré. Alors me dites pas c'est la faute au tuteur parce que chaque année c'est exactement les mêmes tuteurs, il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs là-bas en bas c'est exactement les mêmes. Donc voilà, déjà ça fait 3 paramètres là que, attention quand même. Après c'est vrai que vous pouvez limiter les dégâts, même en commercial si vous prenez quelque chose de greffé. Parce qu'en général on prend des porte-greffes qui sont solides par génétique, connus justement pour résister aux maladies. Hein. Donc quand on prend des tomates greffées, on arrive aussi à minimiser un petit peu le risque de choper donc des maladies fongiques ou cryptogamiques comme ça en début ou en milieu de saison. Ça peut foutre toutes les récoltes en l'air, quoi. C'est des tomates qui mûriront absolument jamais. Voilà, ça se casse en fait, ça se casse, ça tombe et c'est fini. Voilà, donc je vois beaucoup de gens qui les récoltent maintenant vertes pour vite les faire mûrir à la maison, mais bon, c'est pas non plus une solution parce que au niveau nutritionnel, c'est pas du tout ce qu'il y a de mieux. Donc là, vous devez peut-être rigoler par rapport à cette parcelle de tomates. Mais à savoir qu'à la base, j'ai fait un petit poquet de haricots. Donc il y a 1,10 m, voire 1,20 m entre chaque piquet. Et il y a un petit poquet de haricots. Ce sont mes fameux haricots coco que je ne vous présente plus maintenant. Chaque année, je reprends les mêmes. Mais apparemment, visiblement, hein, de ce qu'on voit, ce ne sont plus des petits haricots nains. Hein, ce ne sont plus des petits cocos nains. Ce sont maintenant des cocos géants qui sont croisés avec mes haricots géants, tout simplement. Donc il y en a quelques pieds qui sont restés petits. Ça fait un petit pompon. Il y a beaucoup de pieds qui ont totalement colonisé. Vous voyez, ils montent en hauteur. Ils ne savent plus s'arrêter. Ils ont totalement colonisé les allées. Pourquoi? Parce que le climat et la météo a été favorable à leur développement, alors qu'elle ne l'a pas été pour le pied de tomate. Donc on en revient sur les paramètres. Donc là on parle bien de tomates en extérieur. Hein. J'ai pas encore fait le cas des tomates en serre. Vous voyez, c'est quand même une vidéo qui commence à être un peu longue, hein, 18 minutes, mais bon, je pense qu'il faut se la coltiner, et puis surtout qu'il faut que je groupe un petit peu mes idées pour rester bien dans le vif du sujet. Donc là, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai eu un autre facteur. Eh bien, le facteur, environnement. Hein. Quand ces haricots ont commencé à prendre le dessus et à se développer de partout, ils ont empêché certaines circulations de courant d'air. Voilà, une aération naturelle qui fait que ça a étouffé un petit peu. Ça a étouffé un petit peu la tomate. Et petit à petit, par le bas, hop, la maladie est montée. Donc, j'ai fait mon choix en voyant que la saison était vraiment mauvaise de ne pas éradiquer le haricot. Parce que je savais très bien que même en cas de mauvaise météo, le haricot allait parfaitement produire. Alors que la tomate, vous voyez, même sur l'autre parcelle où elles vont bien, j'ai pas encore mangé une seule tomate et on est déjà presque au 10 août. Donc le choix a été vite fait de conserver le haricot pour manger du haricot. Quitte à sacrifier la tomate, tant pis. Donc faites très attention à l'environnement et au voisinage. Vous voyez, on n'a pas négligé parce que pour nous c'est une surprise totale. On ne savait pas qu'ils s'étaient croisés. Ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on cultive les mêmes graines qu'on récolte chaque année. Là cette année, c'est par surprise. Il pousse de partout. Donc on le sait maintenant, il va grimper sur haricot coco. Donc pourquoi pas repartir sur une nouvelle génétique un peu plus petite.
Vous voyez, on a fait du compagnonnage. Avec bien sûr, vous connaissez un peu, un capucine. Du coup, qui sont devenus des buissons géants, capucines avec des œillets d'Inde, des choses comme ça. Voilà, compagnonnage. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Donc le haricot, il s'est parfaitement plu. Et puis il a tout colonisé. Au début, c'était assez sympa parce que ça venait attacher un petit peu les tomates. Mais après, rapidement, on a vu que les tomates tombaient malades et qu'elles se ratatinaient sur elles-mêmes. Donc voilà, en cas de mauvaise météo, pourquoi pas attendre un peu avant de planter ce genre de choses. Parce que j'aurais pu très bien attendre un mois de plus, par exemple, ou 3 semaines de plus, avant de planter le haricot, parce qu'on savait très bien qu'il serait parti. Et on l'aurait récolté, bien avant la fin des tomates. La vie d'une tomate, 4 mois minimum, là, le haricot, on sait qu'en 2 mois, ça y est, il commence, on y est. Donc j'aurais pu attendre un peu et voir que si j'avais une mauvaise météo, le haricot, lui, aurait survécu et aurait bien développé. Donc voilà, j'aurais pu... critères de culture, critères de plantation, mais comment on a un grand potager, si on prend du retard ici, on prend du retard ailleurs, et puis après on s'en sort plus. Donc c'est ça qui fait aussi que j'ai tout planté en même temps. Mais je pensais même avoir le temps de faire une rotation, pas du tout. Ici ce sera une parcelle à haricots, donc une grande parcelle à haricots. Donc après il faut voir aussi l'autre critère. Donc on est toujours en extérieur. Du coup, est-ce que votre tomate elle a été taillée ou pas, voilà. Est-ce que vous avez enlevé les gourmands? Est-ce que vous avez bien enlevé les gourmands? Est-ce que vous l'avez taillé en hauteur ou pas? Donc pour ça, je vous ai fait des playlists. Il y a une playlist qui est très bien faite sur la chaîne, playlist tomate. J'ai fait ce genre de vidéo là, quoi. Voilà, je vous mets des petites miniatures. J'ai fait plein de vidéos concernant la tomate et uniquement qu'elle. Donc je pense que ça devrait vous plaire si vous êtes en recherche de réponses concernant donc, ce légume fruit, quoi, cette petite tomate que nous apprécions tous. Donc bon, je vais en avoir quelques-unes dans cette parcelle quand même. Pas en avoir beaucoup. Mais bon, vous voyez là par exemple. Ici, ça a toujours été bien aéré. Les pieds de tomates, ils sont déjà claqués complets. Donc, c'est pas qu'un seul paramètre. Je vous ai fait une vidéo là dans la playlist, par exemple, vous allez le voir. Astuce magique anti-mildiou. Oui, c'est une astuce magique, mais c'est pas l'astuce clé qui fait qu'elle écrase toutes les autres et que tous les paramètres, on s'en fout. C'était un petit bout de cuivre qu'on met dans la tomate. Mais pensez pas qu'en la cultivant dans un mauvais sol, avec une mauvaise génétique, avec des mauvaises tailles, des choses comme ça, en mettant le petit clou, clac, la plante elle est vivante. Ben non, bien sûr que non. Toutes les petites astuces qu'on apprend ensemble, ce sont à chaque fois, on ajoute 10% par 10% par 10% pour obtenir un minimum de risque. Donc c'est vrai que les astuces qu'on partage, c'est pas universel, c'est pas quelque chose qui va fonctionner du premier coup à tous les coups. On peut les tailler soit à la main en enlevant, soit au sécateur. Une période à pluie, personnellement, je vais attendre que le gourmand il ait au moins ce format là, et je vais venir le couper à 2-3 cm au-dessus. Voilà, en espérant que ça y aura une bonne cicatrisation. Je vais pas venir l'arracher en bas parce que s'il pleut tout le temps, forcément, ça va pas cicatriser. Je vais le mettre ici pour pas que la maladie elle se transporte après jusque... Voilà, je vais faire en sorte que les feuilles d'en bas ne touchent pas le sol. Parce que souvent elles se transportent du sol, elles montent sur la feuille puis ça monte dans le plant. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que, attention, vous voyez, il y a plein de petits paramètres à respecter pour éviter la maladie. Parce que il n'y a pas que le mildiou. De toute façon, vous avez le mildiou, le vrai et le faux. Il y en a un qui se confond avec l'oïdium un peu. Ouais, il met de la pourriture sur les faces, là, les faces verso en fait des feuilles, ça met comme du blanc un petit peu, voilà. Faux mildiou. Et ça, parce que vous voyez là, c'est un cas de mildiou classique, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut faire super gaffe à ça, il faut faire gaffe à l'environnement. Et après, il faut aussi faire très attention à une chose. Au niveau nature de terrain, ici par exemple, je suis brassé plein vent. C'est-à-dire que mes haies, bien que hautes, elles sont assez loin. Donc ça fait une petite caisse ici. Alors que là-bas au fond, les haies sont plus basses, mais il y a moins de brassage d'air parce que, un peu comme ici, vous voyez, c'est ce que j'ai voulu respecter avec cette zone-là. Le vent, il vient, mais il rentre pas tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de grande surface plate, comme là, vous voyez. Là, on voit bien qu'il y a des surfaces plates. Alors que là-bas, il est mieux protégé que ici. Donc du coup, forcément, les températures descendent un petit peu moins. Il y a moins de variations brutales. C'est souvent lié à des chocs hydriques ou thermiques que les maladies arrivent. Et aussi, il y a l'exposition. Il faut tenter de lui faire capter le maximum de lumière. Donc pour ça, une exposition est-ouest, plein sud, est recommandée. Voilà, avec des rangs, dans le sens, si possible, la pente, on bloque l'eau. On bloque l'eau, parce qu'en pleine saison, il faudra l'arroser. Il faut surtout éviter un truc qui est vraiment malheureux. Ce que je vois en début de saison, les gens, ils ont plein de motivation. Ils viennent à peine de mettre la tomate et puis ils arrosent tous les jours. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a un capillaire racinaire qui reste plus ou moins autour du pied de tomate à la surface. Il se développe, mais il ne va pas profond. Alors ça aussi, c'est un autre critère.
bien planter sa tomate. Je vous ai fait des vidéos pour ça. La tomate, il faut la planter bien profond parce qu'elle va développer des racines sur tout le long en fait, de la tige qui est en terre. Pourquoi pas la planter un peu couchée, etc. mais bien profond. Et le truc, c'est à l'arrosage. Il ne faut pas, dès qu'il commence à faire un tout petit peu chaud, vite courir et pour l'arroser. Parce que si vous lui apportez tout ce qu'elle a besoin, elle ne se casse pas la tête à chercher par elle-même. Et si elle a un petit peu soif et que vous apportez de l'eau, eh ben, les racines, elle va les faire monter parce que l'eau ne vient pas en haut. Alors que là, si possible, elle plonge pour trouver de la fraîcheur. Et si elle ne plonge pas pour trouver de la fraîcheur, eh ben, elle ne fait pas ses racines qui vont lui donner plus d'autonomie, plus de survie, plus de résilience. Pareil, si on plante la tomate juste dans de la terre et qu'on referme, c'est peut-être pas terrible. Alors que si on met une espèce de petit lit humide avec elle, allez, une petite poignée, vous me voyez souvent, je mets des choses avec la tomate quand je fais mon trou. Je mets une petite poignée de broyage, je mets un petit peu d'ortie, je mets un petit peu de choses comme ça, quelques matières spongieuses avec du bois un peu pourri, des choses comme ça. Et bien là, tout de suite, là, la tomate, elle trouve non seulement à manger, mais elle trouve une réserve d'humidité en cas de coup dur. Réserve d'humidité, rappelons-le, qui se trouve à la base dans le gourmand. Hein, quand il fait des grosses canicules, c'est ce qu'elle va flinguer en premier. Elle va venir taper dans son gourmand pour dire, histoire, voilà, j'ai quand même une petite réserve d'humidité, une petite réserve d'eau, ben, je vais taper dedans. Donc s'il n'y a plus de gourmand, ben, forcément, là, vous tombez sur un os, quoi. Alors retournons à cette autre parcelle là-bas. Du coup, vous voyez, ça commence à se clarifier un petit peu. Et là, bon, je vous le fais de tête comme ça, à main levée. Hein. Mais en se posant bien comme il faut, je suis sûr qu'il y aurait un bon petit livre de 300-400 pages à lire, c'est sûr. Parce que là, franchement, il y a beaucoup de choses à dire, rien qu'au niveau de cette vidéo là. Vous voyez, 26 minutes, je pense qu'on n'est pas encore à la moitié des critères paramètres. Voilà, là par exemple, vous voyez une belle exposition, est-ouest, plein sud. C'est protégé instantanément par cette barrière que vous voyez tout le long. Voilà. Et ben, ces pieds n'ont pas été choqués, ils sont en pleine production. Certes tardive, parce que bon, la mauvaise météo, hein, ça n'y a pas de secret. Hein, il faut du soleil, il faut de la chaleur. Il faut dire que bon, entre le sud et chez nous, il y a quand même plusieurs milliers d'heures. Là, l'année dernière, il y a 800 heures de soleil en moins, ce qui est quand même assez énorme déjà. Donc bon, voilà, il faut pas se fier non plus aux productions des autres. Il faut bien regarder au niveau local. Moi, quand je fais un tour de vélo, je regarde un peu par-dessus les clôtures, regarder un peu où ils en sont les autres jardiniers dans le village, pour un peu où ils en sont au niveau tomates. Ah ben tiens, la balle commence à rougir, je réfléchis pourquoi. Ah mais là, il est protégé, il a une belle exposition, il a ceci, il a cela. Voilà, et puis après, vous obtenez bien sûr des jolies choses qui ne sont absolument pas malades. Et ça, ben, par contre, c'est le plaisir de l'œil. Parce que là, je dois bien vous avouer que je suis parmi les derniers à avoir des pieds de tomates encore vivants. Ouais, et on est très peu de jardiniers ici dans le coin à avoir encore des pieds de tomates vivants. Ouais. À l'instar de l'autre parcelle là-bas qui, elle, est flinguée complet. Bon, comme je vous ai dit en introduction de tout à l'heure, ben, c'est un peu comme nous, quand on réfléchit trop, ben, on n'aime pas trop et du coup on n'économise pas l'énergie, on dépense trop d'énergie. Alors en fait, ben, si vous prenez votre pied de tomate, que vous partez trop tôt dans les semis, là, vous partez au mois de janvier. Au mois de janvier, c'est super, allez, on va faire des tomates, plein d'énergie, plein d'entrain et tout ça. Et en fait, ben, elle va tourner dans son godet. Parce que elle va partir trop vite, parce que elle aura été peut-être sous néon un petit peu trop puissant, parce que vous aurez mis un petit peu trop d'engrais dans son pot, etc. Elle va se retrouver bloquée, ben, elle va réfléchir, elle va se retrouver coincée et elle va se dire que dès qu'elle a la possibilité, elle va larguer des fruits pour au moins pouvoir assurer de faire perdurer son espèce avant de claquer, mais elle va le faire super vite. Donc elle va pas chercher à grandir beaucoup. Elle va vous produire des petites tomates comme ça, là, toutes or rabougries. Et elle va jeter des graines dedans et puis voilà, débrouillez-vous. Donc il ne faut pas que ça dorme trop longtemps non plus dans un godet. Donc attention à quand c'est que vous faites vos semis, attention quand c'est que vous plantez. Faire partir en pleine serre des pieds qui sont déjà en phase de 2 paliers, 3 paliers. Pourquoi pas, quitte à ce que ça végète un petit peu. Moi je suis plutôt du genre à commencer les plus tard et planter les plus tard et vous rattraper les autres. Parce que dès que vous commencez à faire un petit peu des chocs hydriques, des chocs fongiques, des choses comme ça, des chocs hydriques et des chocs thermiques, ben, vous allez voir que ben, vous allez prendre beaucoup de retard et les pieds vont se stabiliser complètement. Par exemple, là je vais vous montrer, il y a un pied qui a poussé, enfin il n'y en a pas qu'un, il y en a des dizaines de partout qui poussent tout seul. Voilà, et ben, il n'est pas très grand, vous voyez dans mes fèves, hein, il n'est pas très grand, mais j'ai déjà vu des petites tomates et comme vous voyez, lui il est complètement enclabé, il est enfermé, l'humidité de ce que vous voulez. Et ben, si vous allez voir en bas, il a du mildiou. Voilà. Et quand vous remontez, ben il s'en fout, moi. Il le laisse en bas, puis c'est tout. Et en haut, ben voilà, il a ses petites feuilles, ses petits machins. Et ça fait déjà bien 10 jours que je l'observe celui-là et que ça va pas bouger, c'est comme ça.
Donc voilà, parfois avoir un endroit un peu sauvage, ça peut assurer quelques points de culture en plus, qui sont absolument sans entretien, puisque c'est des tomates qu'on jette là-bas, qui sont, ou au moins des pulpes, des choses comme ça. Quand on fait des salades, on garde souvent les graines, mais on peut jeter des pulpes, des trucs comme ça, et puis on les met dans un coin, et puis ça repoussera l'année d'après. C'est vrai que c'est un bon indicatif, vous voyez, ce pied de tomate là aussi c'est pareil, il est venu tout seul. Donc il se couche par terre, il est tout petit, mais il va donner quelques tomates, mais d'ailleurs il y a déjà des tomates. Autant vous dire que, ah ben, bon ben voilà, je l'ai cassé. Le bourrin. Bon ben voilà, hein. En tout cas, si vous regardez bien, vous avez aussi cette histoire donc de réserve de nourriture, de fil de cuivre, d'exposition. Vous avez le godet, pas prendre un godet trop petit pour qu'elle puisse faire des belles racines. Voilà, vous avez aussi les cultures associées. Toutes ces petites clés là, tout ce que je vous dis là, ben, ça va vous permettre de maximiser en fait les chances de ne pas obtenir de maladie hein, dans votre parcelle. Hein. Parce que même celle-ci, si on regarde, elle est un petit peu trop chargée quoi. Il y a un petit peu trop, pourtant vous voyez bien, on est presque à 1,50 m entre chaque pied. Bon, les tomates par chance, moi elles sont là, donc je vais pas trop me casser la tête. J'ai réussi à sauver une petite partie de mes cultures. C'est pas grand chose, parce que franchement, je suis habitué à faire plusieurs centaines de kilos pour faire beaucoup de coulis, beaucoup de frais, beaucoup d'échanges, de trocs. Je fais des graines, enfin voilà. Là cette année, ben, ça va être très compliqué. J'avais réfléchi donc à pas mettre la génétique neuve de partout, et j'ai peut-être bien fait. Maintenant, je pense que tout ce que je vous ai plus ou moins survolé là, ben, ça donne une bonne base de conduite et de réflexion pour l'année prochaine. Voilà, vous savez que ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, il y a quand même des paramètres. À arroser, on va plutôt l'arroser, ben, pour moi c'est en fin d'après-midi, en début de soirée. Voilà, on va arroser, c'est pas un tout petit peu, c'est bien copieux. Il faut bien arroser, donc pourquoi pas prévoir une petite goulotte autour du pied pour arroser. Ça va bien, comme ça l'eau se diffuse bien jusqu'au fond. Ensuite, si vous devez tailler les gourmands et que vous voyez que le temps est plutôt à la pluie, eh ben, faites-le plutôt assez tôt le matin, hein, plutôt que tard le soir. Voilà, on va éviter de choper des maladies à l'humidité. Et si vous voyez que ça ne le fait pas trop, ben, partez avec un ciseau. Voilà, s'il fait beaucoup trop humide, vous partez avec un ciseau. Et ensuite, si vous avez la chance de pouvoir avoir une serre, eh ben, c'est pareil. Il vaut mieux mettre un peu plus tôt en serre. D'ailleurs, on va aller les voir ces plants. Vous allez voir la différence entre l'extérieur et l'intérieur. À savoir qu'ils ont été plantés en même temps. Donc il faut pas se formaliser quand on voit qu'on a du retard. C'est des récoltes qui vont attendre, c'est tout. Hein. Je sais que dans le sud, là, par exemple, les parents, ils ont déjà plus de tomates du tout. Ils ont tout mangé, il n'y a plus rien. Ça poussera plus. Alors que chez nous, on attend les récoltes. Voilà dans la serre. Donc là, on a bientôt les graines de salade. Voilà, donc ce sont des pieds qui ont poussé ici dans la serre. Je n'ai pas chauffé la serre, vous voyez, il n'y a pas de mildiou. Donc ça s'est joué à vraiment un peu de choses. L'écart de température qu'il y a eu entre l'intérieur et l'extérieur. Le fait d'avoir accumulé un peu plus de chaleur restituée par le sol la nuit a mis en protection ces pieds de tomates. L'humidité qui n'a pas été prise, bon j'arrose, si je dois arroser ici, j'arrose à grande eau par le dessus. Hein. J'ai rien fait encore au niveau irrigation, je suis encore à l'ancienne. Donc du coup ils n'ont pas non plus pris la pluie. Ouais, moi c'est mon son de steak là. Donc vous voyez l'humidité, la température, voilà ça joue. C'est ce qui fait la différence d'avoir des jolis pieds ou pas de pieds du tout. Et là je vais vous montrer le cas de l'exposition. Vous voyez celui-ci là, il est exposé. Derrière vous voyez c'est transparent, derrière il a le soleil. Voilà, je vous le montre. Voilà. Alors que là, derrière il y a le mur végétal de haricots. C'est quelque chose de plus frêle. Voilà, l'exposition est très importante. En plus d'être frêle, il est quasiment inexistant. Là par exemple, là vous voyez, c'est presque inexistant. Du coup, il a besoin de beaucoup de lumière. L'exposition est très importante. Pensez que si vous avez planté des choses avec, que ça ait le temps de respecter la pousse de la tomate. Si vous mettez quelque chose de puissant à côté de lui qui va vite dépasser et vite prendre le dessus, c'est même pas la peine. La tomate va être handicapée par ce voisinage qui va pas lui scier parce que ça va pas lui plaire. Hein. Ça va pas lui plaire. Il faut qu'elle ait le maximum de soleil. Vous faites pousser une salade à côté. Faites en sorte que la salade reste plus petite et ne pousse pas plus vite. Voilà, c'est ce qui s'est passé moi cette année avec les haricots. Vous avez vu, les haricots ont dépassé les tomates, ce qui n'était pas le cas au début. Hein. Les 2 premiers mois, tout se passait très bien. D'ailleurs, j'entendais que tout le monde tombait malade. Je n'étais pas encore malade moi ici. Mes parcelles n'étaient pas encore malades. Mais je me doutais bien que ça allait finir comme ça. Donc voilà pour cette vidéo tomate. N'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Vous avez une grosse playlist avec plusieurs vidéos. Je vous fais
de la graine, comment faire vos graines, comment planter, vous fassiez ça en godet, en clayette, en intérieur ou en extérieur, jusqu'à comment la planter, jusqu'à comment la préparer. Enfin voilà, regardez sauce tomate et tout ça, il y a beaucoup de vidéos sur la tomate, parce que bon, c'est une culture phare chez nous. On a des potagers où il n'y a que de la tomate. Donc c'est vrai que là cette année je suis très déçu de la tournure que ça prend pour les tomates, mais par contre je suis vraiment content de voir la tournure que ça peut prendre pour d'autres légumes, comme par exemple ceux-là. Voilà, donc on n'aura pas de coulis de tomates, mais on aura du coulis de courgettes au menu, ça c'est certain. Donc un donné pour un rendu. À bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao ciao les copains.